une production, Les Podcasteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un sujet qui concerne l'ensemble de notre société. Un thème qui questionne ce que nous appelons normalité, qui nous fait réfléchir à l'étrangeté, voire même à ce que nous nommons un homme. Vous l'avez peut-être deviné, la notion que je vous propose d'explorer dès à présent est celle du handicap. Handicap, le terme semble courant. Et pourtant, que désigne-t-il ? Quelle est son étymologie, sa place dans l'histoire de la pensée ? À quel moment, à quel degré et en vertu de quels critères sommes-nous considérés comme handicapés ? S'intéresser au handicap, c'est avant tout poser la question de l'altérité. Comment réagir face à un autre qui semble ne pas être comme moi ? Pourquoi avons-nous davantage peur de la ressemblance avec la personne handicapée que de sa différence ? Que savons-nous des gens qui nous entourent et de leur possible handicap invisible ? Ce sont ces questions, parfois confrontantes, mais souvent passionnantes, auxquelles je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire normal ? Ma mère est normale, mon frère est normal. Je n'ai pourtant aucune envie d'être comme eux. C'est avec cet extrait de L'Enfant penché de Benoît Peeters et de François Schuiten que je vous propose d'attaquer notre réflexion. Qu'est-ce que le handicap ? La question semble idiote, peut-être même hors de propos. Bien sûr, nous savons tous ce qu'est le handicap. Je le disais à l'instant, c'est un mot courant, dont l'évidence semble être à portée de bouche. Et pourtant, lorsqu'on commence à vouloir poser des mots pour délimiter le terme, on s'en mêle. On est gêné, maladroit, parfois incohérent. Un handicapé, est-ce quelqu'un en fauteuil ? Et est-ce que ça concerne uniquement le corps ? Est-ce que c'est aussi la tête ? Un malade, est-il handicapé ? Est-ce que ça empêche de travailler, de sociabiliser, de vivre normalement ? Les questions sont nombreuses et les réponses impliquent une vision sociétale. Pourtant, il n'est pas facile d'y répondre, car ce qui est complexe, c'est qu'aussi courant soit le mot, non seulement il n'est pas simple à définir, mais en plus, le handicap n'est pas toujours très visible autour de nous. Les moments de visibilité du handicap ont été totalement absents des médias pendant des décennies. Quelques films à grand succès, comme par exemple Intouchable en 2012 ou Hors Normes en 2019, ont mis en évidence que le grand public pouvait s'intéresser au handicap et accepter de le considérer quand une histoire bien ficelée l'amenait dans le champ de l'universalité humaine. Mais avouons-le, la présence du handicap à la télévision reste néanmoins modeste. Tous les 4 ans, les Jeux paralympiques mettent des sportifs en situation de handicap sur le devant de la scène. Mais tout cela reste assez confidentiel. Ici se joue ce que l'anthropologue américain Robert Murphy nomme la liminalité, c'est-à-dire
le fait que la personne en situation de handicap est maintenue sur le seuil de la société, ni totalement extérieure, ni jamais totalement à l'intérieur. On appelle cela la liminalité. Et donc, bien souvent, nos sociétés ne font que semblant d'accueillir les personnes handicapées pour les laisser en réalité dans une situation de liminalité, transformant les invalides en invalidés. Alors quoi ? Que faire si l'on veut dépasser cette situation ? Doit-on en faire un tabou ? Trouver une définition qui englobe les différentes cas de figure est essentiel, car définir, c'est la première étape pour faire exister. Essayons donc de nous mettre d'accord sur ce qu'est le handicap. D'un point de vue étymologique, le mot est issu d'un jeu anglais du XVIe siècle. La main dans le chapeau. Habile traducteur que vous êtes, vous avez entendu le fameux « hand in a cap ». À l'époque, il ne s'agit que d'un jeu de hasard. Il faut attendre le XVIIIe et le XIXe siècle pour que le terme passe dans le domaine des courses de chevaux, où l'on assure l'égalité des chances de gagner en ajoutant des charges aux meilleurs chevaux. En somme, en ajoutant un handicap. Mais c'est seulement en 1917 que l'Académie française accepte son emploi dans notre langue pour les humains, remplaçant les termes d'infirmité et d'invalidité, dont les connotations semblaient un peu trop négatives. Infirme étant issu du latin infirmis, signifiant ce qui n'est pas ferme, pas solide, pas résistant. On comprend pourquoi il était urgent de changer de mot. En somme, on est passé progressivement du terme infirme, qui faisait porter sur l'individu la responsabilité de cet état, au terme handicapé, qui limitait l'individu à son état et qui portait une connotation péjorative, pour ensuite utiliser la formule « personne handicapée », rappelant qu'il s'agissait toujours d'une personne, et finalement, de fil en aiguille, employer l'expression « personne en situation de handicap », qui met en lumière la part de relativité de la notion et qui ne réduit pas l'individu à cette caractéristique. Évidemment, une situation ne dit pas tout de nous. Comme le résume le philosophe Bertrand Cantin, parler d'un handicapé, c'est voir selon un modèle individuel ou médical. Celui qui utilise l'expression « personne en situation de handicap » ne se satisfait pas de penser le handicap simplement sous l'angle d'une physiologie individuellement déficiente, mais l'analyse selon un modèle social ou environnemental. Dans une première forme, on se dédouane, dans l'autre, ça nous implique. Si on insiste autant sur l'usage des termes, ce n'est pas pour être politiquement correct. C'est parce que les termes conditionnent le vécu, transforment notre regard. Le vocabulaire est donc politique. Il y a des arrière-plans inconscients qui sont véhiculés par la langue et qu'on ne peut pas nier. Voilà donc pour l'évolution de notre langage. Mais qu'en est-il de la définition qui, tout de même, nous fait encore défaut ? En France, la loi du 11 février 2005 donne une définition officielle du handicap. Je vous la cite. Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Bref, comme vous pouvez le constater, la cartographie du handicap est vaste. Et la définition recoupe différents types de handicap. Moteur, sensoriel, que ce soit auditif et visuel, mental, cognitif, psychique. On avance un peu dans cette jungle définitionnelle, mais il n'est pas évident de regrouper sous la même appellation handicap des expériences aussi différentes que constituent les différentes formes de handicap, visibles ou non. Car après les mots, nous pouvons aussi indiquer quelques chiffres pour rappel de cette complexité. 12 millions de Français sont touchés par un handicap, 100 millions au sein de l'Union européenne et plus de 650 millions à l'échelle mondiale.
ce qui en fait la première minorité dans le monde. Alors comment un seul mot pourrait rendre compte de cette diversité ? Pour aller plus loin, nous devons sortir justement du vocabulaire ou des chiffres, pour aller à la rencontre de ces situations et de la manière dont elles ont été perçues dans l'histoire. Car si nous avons parlé du terme handicap à partir du XVIe siècle et du jeu de hasard, il va de soi que l'histoire de la pensée considère le sujet depuis bien plus longtemps. Je vous propose un rapide tour d'horizon au fil des siècles. Commençons par la Grèce antique. En ces temps anciens, l'heure n'est pas franchement à l'inclusion. Pour décrire le rapport de cette société au handicap, Bertrand Cantin propose ces mots, en parlant des Grecs. Ils ne vivaient pas dans une société prête à recevoir une personne en situation de handicap physique. Parce que, dit-il, c'était une société qui faisait avant tout la promotion de l'harmonie physique. La statuaire grecque témoigne de cette focalisation sur la perfection corporelle. En somme, obsédé par l'harmonie, par la beauté et par l'alliance parfaite du corps et de l'esprit, le monde grec considère le handicap physique avant tout, mais aussi psychique, comme une réalisation inachevée de l'homme. Qu'il soit visible ou non, le handicap est une défaillance chez les Grecs. La figure valorisée dans l'Antiquité est celle de l'homme parfaitement accompli, intellectuellement et corporellement. L'un des exemples pour illustrer cette attitude est le traitement accordé au dieu Héphaïstos. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Héphaïstos est le dieu d'Olympe, dieu du feu, des arts et des techniques. Et il présente un handicap au niveau des jambes, ce qui lui confère une légère boiterie et une démarche un peu gauche. Dans les mythes où il apparaît, il est souvent en marge des autres dieux, en ne tenant qu'un rôle mineur. Un épisode de l'Iliade d'Homère le rappelle justement. Lors d'un banquet avec les autres dieux, Héphaïstos tente de servir convenablement les convives, sans renverser le nectar. Mais il s'essouffle en effectuant quelques pas. Alors la scène provoque des moqueries, et c'est précisément son handicap physique qui suscite le rire des dieux. L'attitude des dieux de l'Olympe se retrouve dans la pensée de Platon et d'Aristote. Platon aborde essentiellement la question du handicap physique. C'est dans son dialogue, le Timée, qu'il présente la personne en situation de handicap comme un homme inaccompli, déséquilibré. Dans son célèbre texte, La République, ses propos vont jusqu'à l'eugénisme. Platon écrit « Dans tous les cas où naîtrait un enfant mal formé, ils les cacheront comme il convient dans un endroit secret et isolé. » Le déficit physique et le déficit mental, quel que soit leur degré, posent problème, car ils ne permettent pas d'atteindre ce que Platon juge être une forme humaine parfaite. Pas mieux chez Aristote. Dans son œuvre, le handicap physique est contraire à la nature. C'est un écart à la norme qui n'autorise pas la vie. Ceux qui s'écartent légèrement de la nature vivent d'ordinaire, écrit-il, mais ceux qui s'en écartent davantage ne vivent pas. L'univers culturel dans lequel vivent Platon et Aristote se focalise sur une idée très normative de l'esthétique du corps. Seul le stoïcien Épictète vient émettre une proposition légèrement différente. Il écrit dans son manuel « La maladie est une entrave pour le corps, mais non pour la volonté, à moins que celle-ci n'y consente. La boiterie est une entrave pour la jambe, mais non pour la volonté. Dis-toi cela à chaque accident. Tu trouveras en effet qu'il est une entrave pour un autre, mais non pas pour toi. Tu trouveras en effet qu'il est une entrave pour un autre, mais non pas pour toi. À défaut d'harmonie, reste la volonté. » Le monde romain, comme le monde grec, est aussi sensible à cet idéal corporel. Les Grecs observent la perfection des corps au gymnase, les Romains au bain, et dans les deux cas, le résultat est le même. Vous l'avez compris, un corps harmonieux est un corps parfaitement fonctionnel, à l'image de l'âme. On le comprend ici. La personne en situation de handicap, quelle qu'en soit la forme, est une personne défaillante qui dérange la société. Au début du Moyen Âge,
des hôtels-dieux sont créés pour accueillir les infirmes, les pauvres et les miséreux de la société. La différence, ou plutôt les différences, sont toutes placées à la même enseigne. Invalides et marginaux font chemin commun. À partir du XIVe siècle, l'exclusion des personnes handicapées est nourrie par la peur. Les gens enferment et mettent à l'écart cette catégorie de la population. À l'époque moderne, en 1656, Louis XIV ordonne la création à Paris de l'hôpital général, la Salpêtrière, destiné, comme on le disait à l'époque, au renfermement des mendiants. Une vingtaine d'années plus tard, une annexe est ajoutée pour y loger les jeunes filles dépravées, les femmes punies et les enfants fugueurs. L'hôpital devient alors une maison de force, un lieu de détention et de correction où les personnes enfermées sont confrontées à elles-mêmes. En 1670, Louis XIV crée aussi l'institution des Invalides, chargée d'accueillir ces soldats invalides ou plus âgés. En somme, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'à cette époque, le handicap est aussi handicap social. Au XVIIe siècle, émergent là encore des lieux comme la Cour des Miracles, où les personnes exclues de la société se retrouvaient à Paris. L'expression « Cour des miracles » désigne des grands espaces insalubres où les mendiants, les voleurs, les paralysés, les infirmes, les aveugles, de tout sexe et de toute origine, vivaient. À la nuit tombée, les soucis de chacun disparaissaient comme par miracle. Ainsi que le décrit Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Le boiteux marchait droit, le paralytique dansait, l'aveugle voyait, le sourd entendait, les vieillards même étaient rajeunis. Il fut ensuite décidé de détruire ces espaces. Maisons rasées, envoi aux galères, marquage au fer rouge, pendaison, enfermement dans des établissements de l'hôpital général. En somme, le système hygiéniste et médical gagne du terrain. Un petit peu plus tard, le siècle des Lumières fait alors apparaître de nouveaux courants de pensée, érigés par la raison, la science et le respect de l'humanité. Les mendiants, livrés à la charité publique sous l'Ancien Régime, sont progressivement pris en charge par l'État, à partir de la Révolution française. Des institutions commencent à accueillir des personnes sourdes et aveugles. Là encore, inutile d'aller plus loin, vous l'avez saisi. L'histoire et son évolution sont passionnantes, car ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réunissant les miséreux, les criminels, les malades, les personnes atteintes par un handicap, la société, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, met à l'écart tous ceux qui sont jugés comme autres, tous ceux qui sont jugés comme différents. Le monde de la raison se croit ainsi préservé de l'irrationnel. On veut se mettre à l'abri, ne pas voir pour être certain que cela ne va pas nous toucher. Et même si certains montrent leur volonté d'intégrer socialement les personnes en situation de handicap, comme par exemple l'abbé de l'Épée, qui crée au XVIIIe siècle des institutions pour sourds et invente les signes méthodiques. Dans l'ensemble, le handicap visible ou invisible met mal à l'aise, au même titre que tout ce qui n'est pas dans la norme. Voilà pourquoi le handicap physique rejoint le handicap social. La pensée du philosophe John Locke résume parfaitement cette gêne abyssale. Dans une pensée utilitariste, rationnelle et visant la performance, les personnes en situation de handicap, en particulier ceux ayant un handicap mental, n'ont pas leur place. Selon Locke, il n'est pas rationnel de conclure qu'il y a une âme raisonnable en un imbécile, parce qu'il a l'extérieur d'un être raisonnable, alors que ses actions portent moins bien de marques de raison dans tout le cours de sa vie que l'on ne peut en trouver en de nombreuses bêtes. Les mots sont lâchés, moins raisonnables que les bêtes, la sentence tombe dans son ouvrage « Essai sur l'entendement humain ». Dans cet obscur panorama, qu'en est-il du XXe siècle ? Entre janvier 1974 et mars 1975, Michel Foucault prononce un cours nommé « Les anormaux » au Collège de France. Les anormaux suivent les analyses que Foucault a consacrées l'année précédente au pouvoir psychiatrique, comme une technologie disciplinaire. Il est ici question du handicap mental. Mais Foucault nous offre une piste intéressante pour l'ensemble des situations. Il propose de penser le handicap
par rapport à un contexte culturel, et non isolément. Il écrit « La grande famille indéfinie et confuse des anormaux, dont la peur entra la fin du XIXe siècle, ne marque pas seulement une phase d'incertitude ou un épisode un peu malheureux dans l'histoire de la psychopathologie. Elle a été formée en corrélation avec tout un ensemble d'institutions de contrôle, toute une série de mécanismes de surveillance et de distribution. » Inutile d'aller trop loin dans la pensée de Foucault pour comprendre l'essentiel. Le handicap nous concerne et raconte notre société et surtout ce que nous identifions comme des dangers. En somme, quelles que soient les époques, le handicap fait peur. Lorsqu'il est suffisamment visible, on peut l'exhiber dans des foires, mais surtout ne pas trop s'en approcher. Bertrand Cantin, toujours, l'explique de cette façon. Notre rejet de l'étrange différence cache bien souvent une angoisse devant ce qui nous ressemble en termes de vulnérabilité, mais que nous ne voulons surtout pas voir. Notre identité est un acquis, plus fragile qu'il n'y paraît. La personne handicapée révèle une figure possible de l'étrangeté, mais qui pourrait aussi être la nôtre, et qui l'est peut-être déjà, masquée sous des tonnes de réassurance. Même s'il trouble les définitions philosophiques traditionnelles de la nature de l'homme, le handicap nous dit qu'il y a des manières différentes d'être humain, et qu'en tout cas, l'homme se définit aussi par ses manques. Se définir par ses manques, en voilà un projet. Entre l'eugénisme de l'Antiquité, la mise au ban de l'époque moderne, notre époque contemporaine a-t-elle réouvert son regard? A-t-elle appris à voir? De quelle façon favorisons-nous l'inclusion aujourd'hui? De quelle façon regardons-nous les personnes en situation de handicap? Nous l'évoquons depuis le début. Tout est une question de mots et de regards, l'un répondant à l'autre, sans hiérarchie. Je le disais, nous avons au fil du XXe siècle transformé notre langage, modifié notre vocabulaire. Mais justement, avons-nous changé notre regard? Avons-nous changé notre approche? C'est ce même regard qui est au centre de la pensée du philosophe Emmanuel Lévinas. Si la personne en situation de handicap nous fait peur, que ce handicap soit visible ou qu'on le devine, c'est qu'elle incarne, nous l'avons compris, la différence. Que faire de cela? Et si nous changions de point de vue? Et si nous pensions autrui, non pas à partir de nous-mêmes, mais à partir de lui? Et si nous allions à sa rencontre, à la rencontre de son histoire, mais aussi de son visage? Le visage, chez Lévinas, occupe une place centrale. Alors qu'est-ce que le visage? Chez lui, il ne doit pas être compris au sens propre. Faire face à un visage, ce n'est pas seulement faire face à des yeux, une bouche ou un nez. C'est faire face, handicap ou non, à l'altérité. Car regarder quelqu'un, c'est toujours faire l'expérience de l'étrangeté, quelle que soit sa condition. Et pourtant, malgré cette étrangeté qui nous dérange, nous agace, nous confronte, si on le regarde intensément, si on va à sa rencontre, on est prêt à mettre nos réticences et nos peurs de côté pour prendre soin de lui. Comme si justement, sa différence faisait jaillir en nous une incroyable sympathie et un sentiment aigu de responsabilité. En somme, ainsi que le souligne Lévinas, une éthique. Peut-être qu'ici, nous sommes en train de trouver une manière de regarder l'autre, plus encore que de regarder son handicap. Vivre ensemble, c'est apprendre à faire état de nos différences sans se mettre à l'écart, mais au contraire, en développant une relation et les responsabilités qu'elle suppose. L'inclusion doit donc passer par ce changement de regard, qui engage tous les membres de la société. Au sein du grand public, le handicap est souvent pensé comme synonyme de déficience. Dans un article marquant de 1977, intitulé « À s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap », Bernard Mottez proposait une autre définition du handicap. Il évoquait « C'est l'ensemble des lieux et des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience physique. » Le handicap est ici défini par des lieux et des rôles,
et non des infirmités. Dans cette perspective, chacun, porteur d'un handicap ou non, découvre qu'il peut jouer un rôle. Il faut lutter contre les situations où un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience. Comme le conclut encore une fois Bertrand Cantin dans son remarquable ouvrage « La philosophie face au handicap », la lutte pour la réduction du handicap sera relationnelle. Nous devons tous progresser dans nos relations avec les autres. C'est, dès le départ, dans la législation que l'on doit penser un environnement social, selon des potentialités d'adaptation évolutive. C'est en particulier à ce niveau que l'on doit faire passer le handicap de la sphère privée et familiale à la sphère publique, en l'appréhendant comme une nouvelle manière de concevoir la vie ensemble, avant d'être un problème qui ne concerne que les familles touchées. Ne jouons donc pas les uns contre les autres. Jouer ensemble, dépasser ses peurs, se regarder, se sentir responsable d'autrui, aller à la rencontre de son histoire, faire société. Voilà la remarquable opportunité que nous offre le handicap. Une mise en commun plutôt qu'une mise au ban. J'espère que ce parcours aura rendu le handicap et ses enjeux un peu plus visibles, et que loin d'en faire un tabou, il vous aura donné envie d'aller à la rencontre des individus qui vous entourent, et que le handicap, qu'il soit visible ou non, devienne un sujet de relation et de conversation. Avant de vous quitter, je vous propose ce texte, extrait du très beau livre « S'adapter » de Clara Dupont-Mono. Il fallait lui trouver une place. Existait-il des organismes, des instituts, des maisons spéciales ? Demandèrent les parents. Très peu. Leur pays voulait du solide, du bon rouage. Ils n'aimaient pas les différents. Ils n'avaient rien de prévu pour eux. Les écoles fermaient la porte, les transports n'étaient pas équipés, la voirie était un piège. Le pays ignorait que pour certains, la volée de marche, le rebord et le trou valaient pour falaises, murailles et gouffres. Alors, un endroit dédié aux inadaptés, pensez-vous. Faisons en sorte de réunir nos forces pour qu'ici et ailleurs, les murailles deviennent des plaines et que plus rien ne soit inadapté à la vie d'autrui. Merci pour votre écoute, merci à Carlone qui m'a aidé à préparer cet épisode. Et n'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours ou dans mon nouveau livre, Une année de philosophie, disponible chez Flammarion Versillo. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.